Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai une petite 46 ans. J'ai passé une scolarité, j'ai obtenu un bac scientifique. Bon an, mal an, j'étais plus ou moins doué pour les sciences, donc c'était facile pour moi d'acquérir des connaissances, d'avoir des résultats. Et j'ai eu mon bac, comme ça, un petit peu révolté quand même du fonctionnement global du système, c'est clair. Et puis après, j'ai fait des études qui ont lié la chimie et la biologie. Et j'étais vraiment à l'interface entre la chimie et la biologie. Et ça m'a amené à faire de la pharmacologie. La pharmacologie, c'était l'étude de l'action des molécules qu'on appelle des molécules du non-soi, ou les drogues, et leur interaction avec notre organisme et les réactions qui pouvaient s'y passer, de production d'hormones, etc. Donc c'était vraiment l'interface entre ce monde du minéral, hein, du non-vivant, et puis le monde du vivant. Et j'ai été embauché par Roussel Lucas, grand pharmacologue français, très connu pour le RU 486, qui était la première pilule abortive. Et dans cette entreprise-là, c'était merveilleux, on gagnait beaucoup d'argent, on travaillait déjà 32 heures, la loi n'était même pas encore votée pour les 35. Mais il y avait des problèmes sociaux, et puis moi j'avais un gros problème d'éthique par rapport à cette grande entreprise qui m'a employé finalement 2 mois. Et ça a été ma première révolution. C'est pour ça que quand je parle de révolution, c'est que dans le mot révolution, il y a d'abord en verlan le mot love. D'accord? C'est d'abord l'amour qui nous pousse à la révolution. Voilà. Donc c'était ma première révolution à moi, c'était de dire stop, voilà, j'en ai fini de la chimie, j'ai travaillé pour 2 mois, et il va falloir trouver quelque chose d'autre à faire. Et j'ai été très content, j'ai fait des demandes à l'Éducation nationale, et puis tout de suite j'ai été pris en tant que professeur maître auxiliaire. Maître auxiliaire, j'étais maître auxiliaire pendant 6 ans, j'ai adoré ça. J'ai continué, j'ai été titularisé ensuite, et puis pendant 20 ans, avec des élèves de collège, eh bien, j'ai mené des projets centrés autour de l'eau, puisque c'était la grande thématique en 5e. Donc la préservation de l'eau, c'était mon cheval de bataille avec les 5e, la qualité de l'air avec les 6e, et puis avec les 4e, pardon, et puis l'énergie avec les 3e. Et ce qui m'a vraiment botté dans le métier d'enseignant, c'est de faire des projets en partenariat avec les collègues sur des thématiques du développement durable. Ça m'a donc amené aussi à travailler sur les agendas 21 avec Alain Le San, que peut-être certains connaissent ici, qui était responsable du réseau Rictimo sur l'Orient. Rictimo, c'est la solidarité internationale. Eh bien, voilà, on a créé un agenda 21 scolaire. On était les premiers, un peu pionniers dans cette démarche. Et puis, ça m'a conduit à faire de la formation pour les enseignants sur le développement durable et comment appliquer cette théorie du développement durable. J'aime pas ce mot, désolé, je le répète, en anglais on dit sustainable development, et donc c'est un développement soutenable, soutenable du point de vue environnement, du point de vue humain, du point de vue social, enfin du point de vue de la vie en général. Tandis qu'en France on dit développement durable, mais on pourrait imaginer que le développement qui existe à l'heure actuelle en France pourrait durer éternellement. Et voilà. Donc, dans le durable, il y a cette durabilité qui voilà, ne convient pas. Donc, le développement soutenable, c'est mieux. Voilà. Et donc, j'ai mené plein de projets comme ça, intéressants avec les élèves. Et puis, il y avait cette merveilleuse COP21 qui arrivait à Paris en 2015. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et puis, moi, j'avais un projet avec les élèves autour de cette COP21. Et cette manifestation a été stoppée par le gouvernement à l'heure actuelle. Et puis, moi, je me suis dit, bon, ben voilà, mince, ça fait des lustres que tu suis l'actualité de Kyoto, que tu fais des projets comme ça avec les élèves, et puis finalement, ça ne se fait pas. Le directeur d'école qui m'employait me mettait des problèmes pour avancer dans le sens du développement durable. Donc je me suis dit, c'est le moment, tu prends tes clics et tes claques, et puis tu te libères. Et donc voilà ce qui me conduit à vous. Aussi mon activité de jongleur, parce que parallèlement à mon activité d'enseignant,
L'activité humanitaire m'a porté depuis tout jeune. J'ai travaillé donner des cours à des enfants très tôt ici, dès que j'avais 14-15 ans. Et puis en 2000, j'ai fondé une association avec différents collègues qui s'appelle Chico Atite Toka, celle du gamin bambin à toi de jouer, qui visait à aller enseigner les arts du cirque, le théâtre, la jonglerie, dans des lieux défavorisés au Mexique. Et suite à ce projet, où on a fait un centre aéré, où on a créé un spectacle avec des enfants des rues, qu'on a tourné au Mexique, on s'est dit, l'équipe constructive, on s'est dit, bon, on va continuer dans ce sens-là avec Chico Atite Toka, on va produire et diffuser des spectacles ici en France pour trouver des fonds et continuer à financer les 2 villages dans lesquels on était intervenu. Et donc ça m'a mené à produire des spectacles centrés sur l'homme et le développement sociétal plus harmonieux, et puis la protection de la nature. On a un spectacle pro qui a tourné pas mal et qui tourne encore, qui s'appelle Au fil de l'eau mer, qui met en scène des personnages déambulants, qui sont un Négrel Garzet et un Lucan de Cerf-Volant. C'est pour montrer que la protection ici en France des espaces favorisait le développement des espèces menacées, c'était le cas de l'aigrette Garzet, ce grand échassier blanc. Et au contraire, la disparition des gros troncs, des gros troncs d'arbres en décomposition dans la forêt, et le Lucan de Cerf-Volant, deuxième héros de l'histoire, lui était en voie d'extinction. J'ai monté aussi une routine de jongleur qui s'appelle Des oiseaux mazoutés, que j'ai un petit peu modifié, que vous allez voir ce soir, qui s'appelle maintenant Des oiseaux mazoutés vers le bonheur. Et j'ai tout arrêté, cette intermittence du spectacle aussi, pareil en 2015, pour essayer de construire avec les bénéficiaires des spectacles ou de mes animations des choses centrées autour de la paix, à travers les arts, parce que c'est ma spécialité, mais aussi ça peut être les sciences, ça peut être l'alimentation. Et l'objectif de tout ça, c'était que le public que je rencontre puisse s'approprier par lui-même et pour lui-même les clés d'une santé. Voilà. Parce qu'en France, on était un peu spécialiste de la pharmacopée, quoi. Donc voilà, essayer de faire confiance à son corps, à soi, pour se reconstruire, se renouveler, etc. Donc voilà les présentations. Je vous propose L'homme et l'eau. Bienvenue. Et en guise d'introduction, on va un petit peu parler de cercle. Vous vous souvenez des cercles, moi ça me passionne le cercle. Le développement durable, ça a été le cercle économique, de lier le cercle de l'économie, donc le développement des entreprises, l'urbanisation, etc., etc. La société qu'on peut appeler marchande, de lier le côté social, donc la prise en compte des individus dans leur travail, les relations entre les gens dans ce monde, dans cette planète, et puis le côté environnemental. L'environnement, c'est la richesse de notre patrimoine naturel, l'air, l'eau, les biens communs, etc., etc. Alors ces cercles, bon, pour moi c'était pas tout à fait satisfaisant, c'était pas mal déjà, mais quand on les regroupe, ça nous fait qu'un tout petit truc en fait, où au centre on va avoir quelque chose d'harmonieux qui préserve les hommes, la nature et les entreprises. Et puis en fait, ce côté entreprise, il grandit, grandit, grandit. Donc moi j'aurais pas aimé le voir comme ça, le développement durable. J'aurais aimé que le développement soutenable soit une espèce de caillou qu'on lance dans une mare, et puis où les ondes grandissent, grandissent et grandissent, et où chacun, dans son entreprise, dans son pays, pourrait voir les bienfaits de ces trois notions, mais intégrées simultanément.
Alors, ça, c'est les cercles concentriques. On y reviendra tout à l'heure. Il y a un deuxième truc qui m'a fait tilt dans plein de moments, c'est la ligne droite. Pardon. Alors, oh non. Donc la ligne droite, voir les choses en ligne droite. C'était un peu la pédagogie qu'on avait nous à l'école, c'est de voir, voilà, on a un objectif, on y va. Donc par exemple, ce soir, mon objectif à moi, c'est de faire prendre conscience que nous, on est de l'eau, que si l'eau circule bien dans notre corps, tout fonctionne bien, que si on est plus équitable, eh ben, on va essayer de réduire sa consommation d'eau. Enfin voilà. Si je centre toute mon analyse que sur la flotte, eh ben, peut-être vous allez prendre conscience de tout ça, peut-être pas, peut-être j'aurai atteint mon objectif, peut-être pas, peut-être on sera arrêté là, peut-être certains vont aller plus loin ou certains sont déjà allés plus loin. Et donc, je me suis dit, si j'ai un objectif et que je le rate, c'est un échec. Mince. Alors je me suis dit, on va essayer de voir les choses de façon plus naturelle, un petit peu comme la fleur du tournesol, vous savez, un petit peu comme la pomme de pin, vous savez, un petit peu comme cette suite numérique qui a été bien jouée par Fibonacci. Fibonacci, c'est un mathématicien. Alors, il est parti du principe que si on additionne le terme n-1 au terme de sa suite, eh bien, on obtient un nouveau numéro. Donc si on commence par 1 plus 0, on obtient 1. Si on obtient 1 plus 1, on obtient 2. Si on obtient 1 plus 2, on obtient 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8, etc. D'accord, on ne va pas aller trop loin. Mais bon, cette suite numérique, elle est fantastique. Elle fait partie de ce que certains appellent la géométrie sacrée. Toute l'architecture ancienne avant la cathédrale de Chartres, les églises romanes étaient basées sur cette numérotation-là. On la retrouve chez les pyramides, chez les Égyptiens, etc. Mais si on la projette, eh ben, on obtient une sorte de spirale comme ça, ou de coquille, de gastéropodes, d'escargots, enfin bref. Un truc qui est déjà vachement plus sensuel que la ligne droite. Et puis, dans ma pédagogie, je me dis, eh ben, si je partais d'ici, et puis que je rate mon objectif, bah, c'est pas très grave en fait, parce qu'on aura peut-être appris des choses sur l'architecture, on aura peut-être appris des choses sur le transport, on aura peut-être appris des choses sur l'alimentation. Enfin, je ne sais pas vraiment par où ça va passer, mais disons que voir les choses de façon systémique, c'est toujours mieux que de les voir de façon disciplinaire, parce que la vie, eh ben, elle est systémique, on est dans un système où tous les phénomènes sont interdépendants les uns par rapport aux autres, et donc voilà, bienvenue dans le système, et essayons de lâcher la discipline ou la discipline surtout. Un petit exemple par rapport à cette façon de voir les choses. Si jamais, moi, j'étais très choqué parce qu'on m'a dit, ouais, il faut que tu te tiennes droit. Bah ouais, il fallait se tenir droit, à table, il fallait se tenir droit, il fallait que je me tienne, quoi. Et j'ai cherché pendant longtemps, c'était quoi se tenir droit. Et puis au final, avec plein d'activités, tout ça, je me suis rendu compte que de toute façon, se tenir droit, c'était une connerie. Parce que ma colonne vertébrale, elle n'est pas droite, elle est courbe. Et que chercher dans ce sens-là, eh ben, c'était vachement intéressant. Parce que se tenir droit, c'était comme ça. Et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai compris que si je voyais les choses de façon comme ça, en spirale, eh ben, hop, j'étais mieux assis, j'étais mieux debout, mais j'étais pas droit. Donc la spirale, c'est quelque chose de fantastique. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'était par rapport à ça, c'était si on cherche à aller tout droit, par exemple, aller le plus vite possible à un endroit, on va prendre l'autoroute, disons quoi. Comme ça, on arrivera vite à l'endroit où on le souhaite. C'est chouette, parce qu'on a des belles routes en France, du beau bitume, etc. C'est nickel. Je vais arriver vite. Je vais mettre le moins de temps possible pour arriver là où j'ai décidé d'aller.
Mais alors, ça c'est une société, pareil, où je me dis, bon ben voilà, j'ai mon objectif, j'y vais. Et je me mets des ornières et je fonce. Vous avez vu, les chevaux avant, ils avaient des ornières, on les mettait comme ça, ils ne pouvaient pas voir ni à droite ni à gauche ce qui se passait, ils avançaient sur leur chemin. Et donc, si déjà je prends mon vélo, bon, déjà, si je prends mon vélo, ça va être plus cool, je vais mettre beaucoup plus de temps, mais je vais peut-être avoir une autre organisation, ceci, cela, je vais prendre mon vélo. Je vais pouvoir m'arrêter un peu quand je veux. Si je trouve, je sais pas moi, des pommes sur mon chemin, ben, je vais pouvoir glaner. Si je trouve des orties, ben, je vais pouvoir les manger, etc. J'ai de la liberté dans mon vélo. Et le pire, c'est que si j'y vais à pied, je vais encore prendre plus de temps, mais je vais avoir encore plus d'échanges avec le monde qui m'entoure. Et donc, c'était un petit peu ça la spirale. C'était de se rencontrer que si mon chemin il est sinueux, courbe, eh bien je vais pouvoir échanger beaucoup plus avec tout le monde. Tandis que si mon point il est en ligne droite, si mon objectif il est en ligne droite, eh ben, je vais être plus dans ce qu'on appelle la société de l'avoir. Donc c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la société de l'avoir, où j'ai un objectif, j'y vais, ou si j'ai un objectif d'échange, et puis je vais aller à mon endroit, mais je vais acquérir plein de trucs. Et c'est ces deux grandes sociétés qui nous divisent, au nord, le pays du Nord, hein, pour faire vite, où voilà, on est basé sur comme ça, des sociétés de l'avoir, j'ai une voiture, une maison, etc. Et puis les sociétés plus type du Sud, enfin pays du Sud, où eux, ils vont favoriser l'échange entre les gens. Voilà. Parce que sur les 7 milliards d'individus que nous sommes, eh ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à l'eau. Hein, donc environ 2 milliards, 2 milliards 5, les chiffres diffèrent. Mais en tout cas, il y a un gros déséquilibre entre les populations du Nord et puis les populations du Sud. Voilà. Donc, je vais demander à Christian un petit peu d'aide. Je reviens tout de suite. J'ai juste un truc à faire. Là, je vais le faire devant vous parce que, voilà, je vais pas les sortir, tout ça, mais j'en ai pas pour longtemps. Bon, regardez pas, s'il y a des esprits sensibles, vous pouvez fermer les yeux. T'as pas besoin du vidéo tout de suite. Ok. Juste lancer la bande son et puis et allumer l'ampli sur la. Bon, attends, j'arrive, c'est bon. Allez. C'est bon, merci. From Bridge. Exxon Valdez.
Amuco-Cadiz. Erika. Et j'en suis arrivé à ma deuxième révolution. Parce qu'en fait, à travers le jonglage, j'ai réussi à avoir la chance de trouver un soleil. Et à force de tourner autour, chaque année, eh bien, j'ai essayé de mettre en place à l'échelle de l'individu, à l'échelle de mes collègues et à l'échelle, au maximum d'échelle que je pouvais, des changements dans mon mode de vie, dans les modes de vie des collègues, dans les modes de vie des parents, pour être plus en harmonie avec la Terre, la planète qui nous héberge. Et c'est pour ça que j'en viens à l'eau. Alors, le constat sur l'eau, on va le voir, s'il te plaît. Je vous ai promis quelques chiffres clés sur les répartitions de l'eau
à la surface de la planète. Si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez y aller, on est en petit comité, donc toutes vos remarques, vos questions sont susceptibles de me couper dans mon discours et d'apporter quelque chose au débat. Parce que le débat, il est ouvert et il s'ouvre dès maintenant. Donc bienvenue pour les remarques et les questions éventuelles. Alors, on commence par la disponibilité des eaux à la surface de la Terre, réparties par pays. Alors, qu'est-ce que c'est que cette diapo? Ça représente l'eau qui est utilisée dans un pays, la totalité de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui est utilisée par les citoyens, lambda, l'eau domestique, mais aussi l'eau qui est utilisée pour produire nos biens de consommation et les denrées agricoles. Donc, bon, on se rend compte de quoi? Eh bien qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un mètre cube? Donc, pardon, excusez-moi. Donc, je vous offre un petit verre. L'eau que je bois, c'est l'eau de Sainte-Apolline. C'est une des sources bretonnes potables, naturelles. Et je vous invite à la déguster. Tout à l'heure, il y a un petit verre de l'amitié. C'est une eau très dynamique, très pure, sans biphénol, sans tout ce que vous voulez. Donc ouais, les répartitions font de l'eau, on voit bien qu'il y a des pays bleus où l'accès à l'eau n'est vraiment pas un souci, et puis des pays où on a plus des problèmes. Ça, c'était en 2000. La situation, elle n'a pas beaucoup évolué en 2011, où on a tous, a priori, ces mêmes pays. Il y a, avant de parler de ça, on appelle notre planète la planète bleue. Mais est-ce que vous savez combien de pourcentage de l'eau est, alors j'aime pas ce terme, mais utile? Enfin, on l'exploite l'eau, hein, enfin, voilà. L'eau, elle est exploitée en France, donc il y a un problème de vocabulaire, mais l'eau qu'on utilise, eh bien, 97% de l'eau est salée. Donc elle est quasi pas utilisable pour nous, notre alimentation. Donc après, il nous reste 3%. Et sur ces 3%, il y a à peu près 0,5% d'eau de surface ou d'eau de nappe. Donc en fait, ça fait très peu pour l'utilisation humaine. Et ces chiffres-là, c'est l'eau par habitant en 2011. Donc pas d'évolution. Si ce n'est qu'au niveau du climat, on a eu un dérèglement supérieur. Et moi, la réflexion qui me vient à l'idée, c'est que les pays forts de l'OCDE, les puissances économiques, ont une certaine résilience par rapport à l'accès à l'eau, et que n'ont pas les pays du Sud où les problèmes hydriques sont apparus. Ça nous laisse un espèce de classement à l'échelle planétaire. Réparti par habitant. Donc, on observe que on a des pays. Donc ça, c'est l'eau domestique. On va parler surtout de l'eau domestique aujourd'hui, puisque l'eau dans l'agriculture et dans l'industrie, bon, ce n'était pas le sujet de cette conférence, mais on va surtout se centrer sur l'eau domestique. Donc on s'aperçoit qu'on a des pays qui sont très grands consommateurs d'eau dans les habitations. Le Canada, qui sont les champions du monde, et à la différence où un pays malien a 20 litres d'eau par jour par personne, tandis qu'au Canada, ça fait 781. Donc c'est quand même énorme la disparité qu'on a entre ces deux grands pays, et les écarts en plus se creusent. Dans les classements, on a les pays d'Afrique, bien sûr, hein, qui sont en stress hydrique, pas mal de pays aussi en Amérique latine, et du côté de la Chine.
La diapo suivante, ce qui m'intéresse, c'est de voir que, en fait, à cause de l'augmentation de la population et à cause des problèmes aussi de pollution, eh ben, on est en diminution par rapport à l'eau douce. On va avoir une raréfaction dans les années à venir de l'eau douce. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut qu'on trouve une voie motivante et intéressante pour réduire nos consommations. Les usages de l'eau. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'eau, elle est bien sûr nécessaire pour produire nos biens de consommation. Donc, ça peut être une tasse de café, ça peut être un ordinateur, ça peut être le mobilier, etc. On a besoin d'eau pour produire nos biens de consommation. Et on a besoin d'eau aussi pour se nourrir. Donc, pour produire, par exemple, 1 kg de tomates, hein, c'est ce que les chiffres ici laissent montrer, qu'il nous faut 214 litres d'eau. Ça, c'est pour l'alimentation. La pomme, 822, le sucre, 920. Donc, on s'aperçoit que pour les fruits et les légumes, on a une faible consommation, hein, en gros. Le champion, c'est le bœuf. Pour produire 1 kg de bœuf, donc la bonne côte de bœuf, eh bien, il nous faut 15 000 litres d'eau. Ben oui, parce qu'il faut non seulement abreuver l'animal, mais aussi il faut cultiver le maïs ou ses aliments. Donc voilà, le champion de la consommation d'eau à travers l'alimentation, c'est le bœuf. Dans cette idée-là d'essayer de changer les choses, d'apporter des choses intéressantes, eh ben, on s'aperçoit que dans l'agriculture, on parle beaucoup d'agroforesterie, où là, si on sélectionne nos graines, et si nos graines sont adaptées à la terre et au climat dans lequel elles poussent, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins, et voire même pas du tout, à arroser. C'est le cas pour les cultures maraîchères, mais aussi pour les grandes cultures. Donc, l'avènement de ce qu'on appelle maintenant la permaculture, c'est un super bon moyen pour diminuer dans l'agriculture les consommations d'eau. Après, sur la production des objets, bah, bien sûr aussi on peut agir. C'est nos choix de citoyens de renouveler. C'est sûr, on nous parle d'obsolescence programmée, etc., mais c'est aussi à nous de voir comment on peut se prémunir de ça. Et voilà ce que j'avais comme réflexion sur cette diapo. Alors, ça, c'est des ressources d'eau renouvelables en Europe, pour montrer que là aussi, on a un déséquilibre à l'échelle de l'Europe, où on a des pays du Nord qui vont avoir plus facilement de ressources en eau que dans les pays du Sud de l'Europe, où eux, ils ont moins de ressources. Et ce qui est assez marrant, c'est que la consommation d'eau des pays du Sud est plus élevée que celle des pays du Nord. Donc des fois, si on adaptait nos comportements à la ressource que l'on a, c'est aussi des choses intéressantes pour travailler sur la ressource. Donc cette diapo-là, elle la montre, je la trouve assez fastidieuse, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays ici dans le Nord où ils ont une faible consommation d'eau, tandis que l'Italie, le Portugal ont des consommations supérieures. Et on a cette même répartition à l'échelle française, alors qui est plus faible, hein, les déséquilibres sont moins grands, mais dans les pays du Nord, on est à 109 litres d'eau par jour domestique, hein, chaque jour par personne aussi, c'est 100 litres. Et puis, ici à Corse et puis Côte d'Azur, on a plus du double de consommation d'eau. Donc là aussi, c'est comment éduquer les citoyens pour que, eh bien, on puisse avoir accès à la ressource de façon un peu plus équitable. Alors, avant de passer à la diapo suivante, j'aurais juste aimé qu'on fasse un petit truc ensemble. J'aimerais bien trouver 4 personnes pour m'aider à construire un cube.
parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Alors, j'ai un cube. J'aimerais qu'on construise ensemble un cube qui fait 1 mètre cube. Ça attend quelqu'un de m'aider? Allez. Allez. Alors, 2. Ce serait bien si on était, je sais pas, 3 ou 4, quoi. Hein. Allez, on se construit un petit cube. Voilà, comme ça, je range mes tombes. Mon sac. Allez, un autre, 2 autres. C'est juste les préliminaires, parce qu'après, on va tous faire des choses ensemble. Hein. Donc, je vous laisse construire avec ces 12 baguettes qui font à peu près 1 mètre. Eh bien, un cube. Allez-y, c'est parti. On va commencer par un carré. Allez, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. Et alors, là, j'ai une bouteille et sa contenance, c'est 1 litre. D'après vous, mesdames et messieurs, combien de bouteilles d'1 litre je pourrais mettre dans ce cube? 1000. Combien? 1000. 1000? 2000. 2000? 1500. 1500? Ok. Alors, ben voilà, c'est 1000. Sur le contenant. Oui, sans le contenant, sans le contenant. 1000 litres dans 1 mètre cube. Et puis les arrêts ne sont pas tout à fait bien définis, mais c'est pour donner une idée de la taille. Et aussi parce que ici j'ai un seau qui fait combien de litres d'après vous? 5. 10. 10. Ouais, pas tout à fait, certes. Allez, je vais jusqu'à 10 si je le remplis bien. Donc je peux mettre 10 bouteilles comme ça. Donc il en faudrait combien pour remplir 100. 100. D'accord, on est d'accord? D'accord. Donc c'est un truc tout bête, mais tout à l'heure on a vu que nos gars de Marseille, ils utilisaient en moyenne 226 litres d'eau par personne. Donc ça fait que tous les 4 jours et demi, ils devraient se remplir 100 seaux comme ça pour aller chercher leur consommation. Nos gars du Nord, ils auraient déjà plus que 10 seaux à prendre. D'accord? C'est pour se donner une idée des volumes. Hein. Et dans tout ça, il y aurait 1,5 litre, 2 litres d'eau qui leur servirait vraiment à boire. Voilà. Donc ce volume-là, eh ben en fait, ça coûte rien. Regardez. Ça, c'est le prix de l'eau en France. Vous imaginez? Ça coûte entre 1,80 € et 3 €. C'est carrément que dalle. Le mètre cube. Le mètre cube. Le mètre cube. Genre les taxes. Après les taxes et le nettoyage et tout ça, l'acheminement et autre chose. Voilà. Disons ça, net, hein. disons ça revient à 2 fois plus quoi, Ouais. sur notre facture. Enfin, ça dépend combien on Ça consomme. fait Mais voilà. Mais en tout cas, on peut dire quand même qu'un mètre cube d'eau, c'est pas cher, non? C'est donné. Bref. Tout à l'heure, j'entendais parler de pastis dans l'eau. Si vous devez acheter 1 mètre cube de pastis, d'accord? Donc, pour vous faire réduire votre consommation, messieurs, mesdames, parce que c'est mon objectif, c'est pas sur l'argent que je vais réussir à trouver quelque chose, parce que on a tous 2 € pour se mettre 1 mètre cube d'eau, quoi. Hein. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens pour qu'on puisse réussir à vous motiver pour réduire votre facture d'eau. Merci beaucoup. C'était des baguettes de noisetier en plus.
trouver des sources. Ah, je sais pas si pour trouver des sources, le noisetier, ça sert des fois à trouver des sources. Je crois que c'est du messie, je sais Oui, Le coudrier. C'est pareil. plus cher que c'est. Merci. Merci beaucoup à vous. Et ah oui, c'est vrai. J'aurais mis une partie quand même avec quelque chose, j'ai obligé de vous proposer des petites poésies pour penser à la richesse qui nous unit aujourd'hui. C'était pour l'eau, alors celui-là il est là, c'est à toi. Sans fin, tu t'écoules, naturellement. Sans arrêt, tu es canalisé, humainement. Alors j'en ai un autre, c'est le paradoxe. Tu aimes la nature sauvage, mais elle n'est plus. Tu veux être original, mais tout est uniformisation. Tu veux avoir de l'argent, mais il n'est rien. Libre. C'est quand même ceux qui m'ont filé un coup de main. Hein. Et si tu veux, je t'en donne un autre après. Ah oui, ok. Et on a le droit d'interrompre. Je voulais savoir combien ça coûte l'eau mètre cube dans les pays comme les États-Unis et le Canada. S'ils consomment autant. Ah, je sais pas. Ah bon? Je sais pas. Mais bon, c'est beaucoup moins cher. Ah, est-ce que c'est moins cher? Je sais pas. J'ai pas d'ordre d'idée, mais c'est une ressource qui coûte. Bah, même si c'était pas cher. Non, mais c'est Ouais, ils consomment moins beaucoup. que c'est moins cher pour les gens comme ça. Ils consomment beaucoup. Voilà. Comment Si on beaucoup. triplait le prix d'eau, peut-être les gens feront plus d'efforts. Peut-être certains savent si au Canada ou aux États-Unis le prix est par rapport à nous. C'est pas le C'est pas plus cher. qui coûte. J'ai pas d'idée là-dessus. Ils ont Le beaucoup Canada, de c'est piscines. pas bon marché, parce qu'ils sont grands producteurs d'eau, avec les barrages, etc. C'est l'électricité, les barrages. Oui, mais l'eau aussi. Non, mais le Canada, c'était l'énorme réservoir d'eau. Mais Oui, mais en France, l'eau est presque 2 fois plus chère qu'en Espagne ou en Italie. Et pourtant, elle nous justifie quoi, a priori. Mais la raison de la consommation supérieure d'eau dans le sud par rapport au nord, les raisons, quelles sont les piscine. Les usages? Les piscines. Oui, mais lesquelles? Bah, je sais pas. Ah. Non, mais Ça, c'est pas des donc, c'est études sur intéressant, la parce que- consommation du nord et du sud, non. Mais tout à l'heure, on va voir les usages de l'eau. Et bon, il y a les piscines, il y a, je sais pas moi, ils prennent peut-être plus de douches, plus de bains, je sais pas. Les cultures, peut-être les Après, l'idée, c'est pas de classer, mais je pense que dans l'idée, c'est plus de comprendre et d'intégrer que l'eau, c'est un bien commun, que la ressource en eau n'a pas changé depuis 4,5 milliards d'années sur la Terre. On tourne toujours avec le même patrimoine d'eau, et que ce patrimoine, il est de plus en plus pollué, on dira pollué pour le moment. Et donc, voilà, cette idée de bien commun, que l'eau appartient à tous. Est-ce que l'eau a un prix? Est-ce qu'on peut mettre un prix sur l'eau? Est-ce qu'on peut payer l'eau, ce bien commun? C'est plein de questions. Hein. Moi, je n'ai pas réponse à tout non plus. Ça, c'était juillet 2017, les niveaux d'eau souterraine en Bretagne. Donc, Sans la Loire Atlantique. Non, mais c'est pas grave. l'Armorique est un grand pays. Et donc, on s'aperçoit que quand même, on a de la pression ici en Bretagne sur la ressource en eau. Hein, combien de fois on a des plans sur des alertes rouges où voilà, on nous conseille de ne plus arroser notre jardin, de ne plus laver notre voiture, etc. Donc, c'est des choses qu'on connaît ici aussi. Nous, on est aussi sensible à ça à cause de... Notre eau, elle est principalement une eau fluviale. Hein, la plupart de l'eau qui est dans les robinets des Bretons provient des rivières, des ruisseaux, etc. On a très peu d'eau de nappe. Donc on est très sensible ici en Bretagne donc, à cette variation climatique due aux précipitations. Et c'est aussi un problème pour la pollution. Enfin, les autres, ils le verront après dans quelques années. Voilà. Et puis le puits, on n'utilise plus les puits. Les puits.
Bien des pluies sont tarées, ouais. On en utilise encore, hein, Aussi, mais les nappes phréatiques sont polluées à faible profondeur. ouais. Et là, je voudrais citer l'exemple d'un cours d'eau breton qui est absolument merveilleux, enfin, c'est le Scorff. Parce que la qualité de l'eau du Scorff, elle est excellente par rapport à la moyenne des cours d'eau bretons. Et ça, c'est dû à la politique de gestion de l'eau sur le bassin versant du Scorff, qui est une politique concertée. Et en 1976, plutôt, a été créé le syndicat du bassin versant du Scorff, qui a eu une action depuis 40 ans, là. Malheureusement, il s'est dissous là, il y a 2 ans. Mais pour la protection de l'eau, qui a vraiment fait des choses énormes sur l'agriculture, pour éviter que les bêtes pâturent dans les ruisseaux, pour protéger un espace de 10 mètres les cultures, pas mettre de pesticides, etc. Et donc c'est un cours d'eau qui est extrêmement bien préservé grâce à ça. Et c'est un exemple intéressant aussi, c'était que les élus lorientais, dans les années 70-76, prévoyaient sur ce cours d'eau l'instauration d'un barrage pour fournir la population qui était en augmentation sur l'Orient, et puis les besoins, on disait que les besoins en eau allaient être supérieurs, et donc il y avait un grand projet là, qui était en train de se monter pour faire un barrage dans la vallée de Pont-Calec. En plus, la vallée de Pont-Calec, c'était un endroit emblématique du Scorff, parce qu'il y a une forêt absolument fantastique, etc. C'est un lieu de biodiversité qui allait être noyé. Et donc, l'action de Jean-Claude Pierre à ce sujet-là, qui a fondé dans ces années-là Eau et Rivières de Bretagne, a été de faire pression sur les élus lorientais pour leur inciter vraiment à créer une politique d'économie d'eau dans la ville. Et cette politique a très très bien fonctionné, puisque le barrage finalement n'a pas été construit, et surtout que dans l'agglomération lorientaise, au lieu que les consommations d'eau soient multipliées par 2, depuis 70 jusque dans les années 2000, eh bien, elle a été divisée par 3,5. Donc comme quoi, il y a des expériences locales qui sont fantastiques en matière d'économie d'eau, c'est-à-dire que dans l'agglomération, il y a eu des gestionnaires de flux qui ont contrôlé les débits dans les réseaux, etc. Enfin bref, il y a toute une démarche autour de l'eau et ça a fonctionné. Ça veut dire que tout le monde est gagnant là. Le politique il s'en prévaut, les citoyens ils ont moins de taxes, etc. Donc montrer ces exemples autour des cours d'eau qui fonctionnent, eh ben, c'est des actions vraiment à valoriser. Et aussi cette politique de gestion à l'échelle du territoire. Maintenant on a des... Eh ben, la politique de gestion à l'échelle d'un bassin versant, c'est fantastique. D'accord ? Bon, ça, je ne voudrais pas en parler. Maintenant, le truc intéressant, c'est de voir comment, chez soi, eh bien, on utilise l'eau, les usages. Alors, la répartition, on trouvera des pourcentages un peu différents, mais je voudrais faire le parallèle entre ce qu'on appelle une famille gaspille, qui n'aurait pas trop de sens autour de l'eau, qui s'en fiche un petit peu, etc. Donc, les usages, c'est 20% pour les toilettes, on dira. Donc, quand même 20% d'eau potable dans les toilettes. Et que, pour le développement des bacilles, des microbes, des virus, la plus grande bêtise, c'est de mettre de l'eau dans les toilettes, dans nos déjections. Parce que les matières fécales, si elles sont sèches, ne sont pas nuisibles pour personne. Donc, voilà, 20% d'eau dans les toilettes. Après, lave-vaisselle, lave-linge, on arrive à 12%. L'hygiène, 30%. La préparation des aliments, 20%. Les lavabos, 9%. Et les fuites, messieurs, dames. Les fuites, 14% de l'eau s'écoule dans les fuites. Et c'est pire dans les réseaux de distribution. Donc, une petite fuite. Vous avez peut-être... on va se faire une fuite, là. Ça vous dit une fuite? Ça vous dit une fuite? Non. On se fait une fuite. On va se modéliser une petite fuite vite fait, là. Qui c'est qui vient m'aider?
Non, pas de volontaire pour faire une petite fuite, j'ai pas assez de main pour le faire tout seul. Allez, merci madame, vous êtes motivé. Voilà. Alors du coup, il me faudra aussi un chronométreur officiel. Un chronométreur officiel, c'est parti? Ok. Alors c'est ici, top top. On se fait une fuite pendant à peu près 1 minute. Ok. D'accord? Alors ici, tu as un réservoir d'eau. Tu nous fais la fuite que tu veux. Si tu veux une grosse fuite, une petite fuite, c'est comme tu veux. Je donne le top. Tu donnes le top. Top. Ok. Si la trouve. Alors pendant ce temps-là, on essaie de réfléchir ensemble. On a 1 minute pour se dire, voilà, on va mesurer un certain volume d'eau. D'accord? 20 secondes. Ça va durer 1 minute. En une année, combien on va dépenser d'eau, combien on va gaspiller d'eau sur une petite fuite comme ça là. Vous voyez la petite fuite là? Ouais. En une année, 40. si on se dit on va passer ça en 1 heure, il faudra multiplier notre volume par... C'est juste ça ou quoi? Ok. Si on fait après, disons 24 heures, 1 jour, on va multiplier ça par... Attention. Top, 1 minute. Ok, alors ça c'est une petite fuite. J'avais des élèves qui exagéraient beaucoup plus. Et des réseaux qui exagèrent encore beaucoup plus. Et après pour aller 1 année, on multiplie par... Ça fait quel volume? 365. Vous êtes à... 250 millilitres. Allez, 0,25. On passe ça en litre. Alors, j'aurais besoin d'aide pour le calcul encore. Ah ouais, ouais. 9, 80, 90. 9,90 90, à peu près. Oui. 90. Un quart de litre par jour. Non, pas par jour, par minute. Par combien? C'est 1 minute. Par minute, ouais, ça fait, faut prendre la Tu y es pas. Ça fait beaucoup. calcul. Ça. Ça fait 30 litres par heure, ça fait 3 fois 2, 6, ça fait 700. On peut dire 700 litres par jour, grosso modo, multiplié par 300, ça fait 21 millilitres. C'est ça? Non, 200 millilitres. 200 millilitres. 131 millilitres. Oui, 131 millilitres. 131 millilitres. C'est ça? 131. Ça fait 131 mètres cubes. Donc après, voilà, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais ça fait 131. Donc ça fait plus de 2 semi-remords. fait la pièce. Remplis. Par 24. Ça correspond à une pièce. 31 minutes. Ça vous fait la pièce. 131. 131. Moi je suis pas fort en calcul là, mais ça nous ferait la pièce, ça nous ferait peut-être la piscine, ça nous ferait peut-être... Voilà, mais en tout cas, 131 millilitres, sachant qu'un Malien, lui, il a 20 litres par jour, et ben, voilà, c'est des Combien de échelles... temps il peut vivre avec cette fuite? Avec une fuite. Non, tout ça c'est pour vous inciter pour tout à l'heure à vérifier, comment on vérifie si on a des fuites d'eau. Donc il y a celles qu'on voit. On arrête le compteur. Alors, on arrête le compteur d'eau, ouais. Comment c'est quoi arrêter le compteur d'eau? Non, enfin, on arrête l'eau et On arrête de tirer de l'eau et on regarde si ça continue à tourner sur le compteur. Voilà. Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire chez vous, qui ne coûte pas grand chose, qui ne coûte rien. Tout le monde dort à la maison, vous vous dites voilà, je vais regarder mon compteur d'eau, je me mets un temps, 1 heure, et vous vérifiez si chez vous il y a des fuites ou pas. Et c'est un petit truc sympa pour diminuer sa consommation d'eau. C'est tout simple. Sans aller jusqu'au compteur. Un stéthoscope? Puis sans aller jusqu'au compteur, tu mets un stéthoscope sur la règle d'eau. Stéthoscope sur la règle d'eau pour écouter Le bruit de l'eau. le débit. Les trucs.
Ça dépend où c'est la fuite. Ouais, ça marche pas Si très c'est bien. les toilettes qui fuitent, J'ai eu une fuite l'année dernière et le type qui avait un petit Ah, si, ça marche. il n'a pas réussi à trouver. C'est vrai? Et dans l'idée, faites-le de temps en temps, au moins quand vous avez votre facture, quoi. Vous allez voir, ou je sais pas. Mais ça, si c'est la fuite est entre le compteur et chez vous, mais si c'est de l'autre côté. Bah, si c'est l'autre côté, alors justement, en France, c'est 20 à 30% de l'eau distribuée qui est estimée être perdue. Et le réseau de distribution, avec quel pourcentage de fuite? 20 à 30%, ça dépend des chiffres qu'on triche. Ils calculent ça dans le prix des qu'ils facturent. C'est pas de verre pour eux. Alors, si on remet du bon sens dans tout ça, dans notre gestion de l'eau. Donc là, on a vu, on peut vérifier si on a des fuites ou pas trop de fuites. Est-ce que vous connaissez d'autres trucs pour diminuer sa consommation d'eau? Par exemple, là, la famille Eco, comment elle fait pour avoir que 120 mètres cubes par an alors que les autres, ils en ont 200? C'est la même jour sur 3. C'est la même chose sur 3. Récupérateur de pluie, Les douches au lieu des bains, des récupérateurs de pluie. récupérateur de Tous dans les mêmes débit, baignoires. réducteur de pression, Toilette sèche. Ça se- toilette sèche. Toilette sèche. Tu récupères l'eau à la douche pour vider les toilettes. Tu récupères l'eau de la douche pour Voilà. vider les toilettes. Qu'est-ce que j'ai ça? Alors chez moi, j'ai un truc à la con, mais c'est vrai que au début, mon épouse, la femme de ma vie, me prenait un peu pour un taré, puis en fait, elle s'y est fait, puis vous allez voir, elle m'a donné encore des trucs pires. Donc j'ai un robinet comme ça dans mes toilettes, enfin voilà, dans la salle de bain, et une fois que ce lavabo, cette bassine est pleine, ben, je la mets dans un seau, et puis le seau, je le mets dans mes toilettes. Voilà, parce que j'ai pas de toilette sèche, j'ai un petit jardin, donc comment avoir... Enfin, il y a aussi des systèmes, c'est des trucs à la con, très simples, pour voilà, essayer de préserver les trucs. Et sinon, si on peut mettre des réducteurs de pression, des réducteurs de débit, favoriser forcément les douches au bain, etc. Avoir un usage conscient sur le robinet. Hein. Et ben, on arrive quand même à 80 mètres cubes d'eau en moins par an. Donc c'est pas mal. Ça, c'est la famille Eco. Je vais un peu vous parler quand même des prix aussi. Hein? Je vais un peu vous parler des prix parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la diapo suivante, la famille Eco en a pour à peu près 340 € de coût de l'eau à l'année. 340 €. La famille Gaspi, elle en a pour 809 €. Donc c'est un facteur quand même économique qui est presque 3 fois plus cher. Donc là, c'est pas rien. Sur une année, si je gagne 600 €, ben c'est vachement intéressant. Après, il y a cette réflexion sur que faire de ces 600 €. D'accord? Et c'est pour combien de personnes? Famille estimée 4 personnes. 4 personnes. J'ai une question, est-ce qu'un lave-vaisselle est plus économe qu'un lave à la main? Alors là, j'ai une réponse à vous donner. C'est une question que je me suis posée. Et donc, moi, j'étais à 18 mètres cubes d'eau et je faisais ma lessive à la main, ma vaisselle à la main. J'étais à 18 mètres cubes à l'année, ça faisait 5-6 ans que je faisais ça. Et puis, j'en ai eu marre de faire ma vaisselle et j'ai acheté un lave-vaisselle et je suis passé à 15. Ah oui. Donc après, je pense Combien de personnes, une personne voilà, c'est difficile à estimer, mais on dit quand même que quand on a un lave-vaisselle, on consomme moins d'eau. Voilà. Et plus d'électricité. Combien Mais de plus personnes? d'électricité, plus d'énergie grise. Et Voilà. la production, Combien de et la personnes? production du lave-vaisselle. De quoi? Combien Nous, de personnes pour le lave-vaisselle? Une Deux. personne? Deux, puis... Et la production du lave-vaisselle. Donc c'est ça, l'énergie grise, la production du lave-vaisselle, etc. Il y a plein de choses. Hein? Il n'y a pas que la consommation domestique, il y a aussi la voiture, tout ce qu'on fait avec des appareils tout à fait. Exactement. Exactement. C'est le plus important. Mais cette réflexion, je pense que sur que faire des économies pour la famille économe, elle est vraiment intéressante dans le sens global, dans le sens systémique que si j'agis sur l'eau, eh bien,
Peut-être aussi je peux éviter de mettre des pesticides dans mon jardin. Voilà, ou des choses comme ça, quoi. D'avoir vraiment une réflexion systémique sur si je fais des économies, est-ce que je peux m'acheter un vélo électrique pour mes déplacements quotidiens? J'en sais rien, hein, c'est des questions. Mais voilà. Un vélo nucléaire. Un vélo non électrique. Et en tout cas, ouais. Dans les réflexions aussi de bon sens, c'est des choses qui me sont venues à travers la conférence que je présente, que je n'ai pas présenté beaucoup de fois, mais un bain, c'est 150 à 200 litres d'eau. Une douche, 40 à 60. Un seau d'eau, c'est 12 litres. Par exemple, un seau d'eau, vous mélangez votre eau chaude, votre eau froide, vous n'avez pas de problème, et vous vous baquez comme ça. Sur la planète, il y a, disons, la moitié des habitants de la planète qui se lavent comme ça. Hein. Vous baguez comme ça, c'est 12 litres. Et après, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais non, mais attends, moi, quand je pars en vacances, j'ai ma bouteille d'1,5 litre, j'ai percé un tuyau, et puis c'est 1,5 litre. Donc, en vacances, il y a des gens qui sont capables de se laver avec 1,5 litre. Voilà. Et donc, c'est des petites réflexions, des petits trucs sur les usages, des petits trucs à essayer comme ça. On peut se dire, bah, tiens, dimanche, je vais essayer de voir combien d'eau je vais utiliser pour ma douche. Parce que j'ai le temps le dimanche, je sais pas, voilà. Donc, je peux essayer de prendre un seau, voir. Puis si ça me convient, ben, pourquoi pas essayer 2 jours par semaine. Enfin, j'en sais rien. C'est des trucs que j'ai eu comme ça en discutant avec les gens. Et ça, c'est les soucis aussi, parce que bon, on sait que l'évolution du climat pousse à des périodes de sécheresse plus radicales, à des périodes de pluie aussi plus violentes, qu'à cause de disons, l'urbanisation grandissante des pays occidentaux, eh ben, on a moins d'infiltration et plus de ruissellement. Donc cette ressource qu'on a, eh ben, on l'a de moins en moins. Et donc il y a quand même des grosses pressions, par exemple entre la France et l'Espagne, pardon, entre l'Espagne et le Portugal, hein, sur les usages que l'on construit, on utilise trop d'eau en Espagne et que le reste qui s'en va au Portugal. Et donc on a des petites tensions comme ça en Europe aussi. Le pire, c'est à travers le monde, parce que le véritable enjeu aussi de la gestion de l'eau, d'une gestion de l'eau globale, c'est la paix entre les peuples. Parce que les conflits qu'il y a sur l'eau, eh ben, ne sont pas négligeables à l'échelle mondiale. Le Mexique et les États-Unis se disputent le Rio Grande. Les Brésiliens, les grosses pressions. L'exemple des Chinois sur le Mékong, et qui met la pression sur le Laos et sur le Cambodge aussi. En Turquie. Le Jourdain. L'Éthiopie, l'Israël. Enfin bref, si on résume, celle-là je vous l'avais en un petit peu, les conflits armés dans le monde, eh bien, on compte 1811 altercations, on compte 7 guerres ouvertes, on compte plus de 500 actions militaires. Donc juste pour la gestion de l'eau. Donc un des enjeux globaux aussi de l'échange et du partage de l'eau, qui est ce bien commun à l'échelle planétaire, eh bien c'est la diminution des conflits dans le monde. Alors, pour comment dire, j'en ai fini de mon diaporama, j'essaie de... Je sais pas si pour essayer d'alléger tout ça, ce que je vous propose, c'est de vous lever. Comme on n'est pas nombreux, on va pouvoir bien occuper la salle. Vous pouvez vous mettre sur vos 2 pieds et vos 2 mains, parce que ce qui est intéressant, c'est que comme on est fait d'eau, eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous faire sentir ça, au moins à tous ensemble. Alors j'ai un petit truc, comme j'ai présenté des oiseaux tout à l'heure, moi j'ai toujours été marqué par le cormoran. Vous avez déjà vu le cormoran comme ça là? Ça vous dit de faire le cormoran un peu?
Donc il peut rester comme ça des heures, le cormoran. Là, j'ai un document. Excuse-moi, Emmanuel. Je t'en prie, Christian. Non, parce que ça se reproduira pas deux fois. Alors le cormoran, il fait ça. Je te filme après. Quand vous faites ça, là, est-ce que vous la sentez, la flotte, là? La flotte qui a dans vos bras? Vous la sentez qui se détend et tout ça? Non, vous la sentez pas? Bah, on voit, moi je vois par exemple les bras de Jean, enfin tu vois, on sent bien que c'est de l'eau là, non? Merci. Mais au contraire, si tu fais ça là tout est figé. C'est la pierre. Donc on se la fait la tension maintenant? Donc là, vous sentez que votre muscle il est tendu, que votre eau est figée, tandis que si vous faites ça, on sent bien l'eau qui circule là. Non? Voilà, donc ça c'est une petite expérience très simple. Mais je vous invite vraiment à la faire. Parce que nous on est fait comme ça. Donc si on laisse s'écouler tranquillement notre eau, et ben notre lymphe, elle va le circuler. Et c'est quoi la lymphe? Ça sert à nettoyer notre organisme. Et donc je voulais en venir à un truc génial. C'est un truc de ma femme. Au début j'y croyais pas. Et puis en fait, je voyais que ça lui faisait du bien, donc je m'y suis mis aussi. Et c'est un truc génial. Ça remplace la douche du matin, c'est le brossage à sec. Alors oui, parce que on a des ganglions lymphatiques, ici, d'accord, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Et ici, il y en a 2. Et donc c'est par là que la circulation de la lymphe va s'effectuer. Et donc, quand on a l'habitude de prendre une douche, c'est sympa, ça enlève les peaux mortes, ça nous nettoie, mais en même temps, si on en prend trop souvent, les savons, c'est corrosif, on empêche la bonne respiration de la peau, etc. Donc, le brossage à sec, c'est vachement intéressant parce qu'en plus de nettoyer l'extérieur, ce que fait très bien un savon, d'accord, et ben on va aussi nettoyer l'intérieur et favoriser l'élimination rénale. Donc le brossage à sec, c'est un truc tout con, mais c'est avec une brosse comme ça, qui est douce, hein. C'est pas le gant de crâne de ma grand-mère, d'accord, hein. On s'arrache pas la peau. On fait des grands gestes comme ça. Après, vous regarderez des vidéos sur Internet si j'ai réussi à vous convaincre. Mais c'est génial, il y a plein de tutoriels qui vous expliquent comment, avec un grand geste, vous ramenez la lymphe vers vos ganglions, d'accord? Hop. Et vous faites ça, ça vous prend 5 minutes par jour, et vous avez la patate, mais la patate de chez la patate. Et c'est un réveil tonique, etc. Donc voilà, ça s'appelle le brossage à sec. C'est une petite brosse qui coûte 15 boules. Donc si vous avez réussi à économiser vos 800 €, non, vos 500 et quelques euros, eh bien, voilà. Voilà, ce que je voulais dire, c'est des actions concrètes, simples et tout ça. Et nettoyer l'intérieur, c'est vachement bien aussi. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir si vous avez des réactions. On peut toujours couper le premier, c'était le cormoran, hein, d'accord? Avant ou après le brossage? Parce qu'en fait, C'est pour voilà. après ou non? Non, pour le cormoran. Qu'est-ce qui pourrait vous aider sinon à diminuer votre consommation? Il y a le truc de Jean-Claude Pierre, qui est mon mentor, c'est un grand maître, Jean-Claude, j'espère que tout le monde le connaît ici. Il a fondé Eau et Rivières de Bretagne, il a fondé le réseau Cohérence, il a beaucoup travaillé avec les mairies pour installer de l'agroforesterie, enfin, des bâtiments économes en énergie, etc. Bref. Jean-Claude Pierre, il a dit un truc tout simple. En fait, le premier principe de la préservation de l'eau, mais c'est vraiment le premier truc, hein, c'est que plus il y a de l'eau dans la rivière, plus le débit de la rivière est important, plus l'eau a la capacité de s'auto-épurer. Ça se passe dans les zones humides. Donc en fait, moins on fait de prélèvements, eh bien, plus la rivière s'auto-gère et s'auto-nettoie. Et enlève aussi la pollution qu'on lui a fait accessoirement. Je ne vais pas trop parler de ça. La deuxième chose, que je voulais vous demander quand même, c'était si vous connaissiez votre consommation d'eau actuelle, moyenne. Donc je vous invite à voir aussi. Peut-être il y en a qui savent. Oui.
Jean-François? 90 mètres cubes. 90 mètres cubes, t'es déjà... Oui, mais Oui, il ça faut regarder le nombre de personnes. Vous êtes combien? Bon, on va dire 2,5, 2,5, 3. 45. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, je sais pas. Il y a mieux. Oui, il y a mieux, ouais. Mais bon, voilà. Voilà un citoyen qui fait attention à ça. Mais regardez votre consommation d'eau. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Connaissez-la. Après, ce qui est intéressant, c'est le diagnostic. D'accord? Je connais ma consommation d'eau. Et après, j'entame une démarche dans ma famille pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour la diminuer. Ça, c'est la phase d'action. Et puis, l'année suivante, j'ai la phase d'évaluation. Hein, c'est constat, diagnostic. Après, mise en place de petits trucs au sein de ma famille. Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, je pourrais... Enfin, je ne sais pas, il y a plein d'exemples. Hein, pour réduire sa consommation, on en a parlé. Si je mets en place ça, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat l'année N plus 1? Ça, c'est quelque chose, moi, je trouve important. Allez chez les voisins. Allez à la piscine, prendre sa douche. J'en connais qui font ça. Aller chez maman prendre son bain. Ah, exactement, fait laver le linge chez quelqu'un. Oui. Ouais. Ah, on peut faire ça. Sinon, on peut aussi, dans l'autre sens, aller porter de l'eau aux Maliens. On peut aller voilà, dans l'autre sens. Non, je rigole. Et après, une question, je vous en ai fait un petit peu part de cette réflexion-là, mais c'est Pierre Rabhi. Vous connaissez Pierre Rabhi, qui a une ferme en agroforesterie, qui s'est présenté aux élections, je ne sais plus, c'était le même que Chirac, je crois. Et lui, j'étais à une de ses conférences et un jour, quelqu'un a dit « Ouais, mais pour l'eau, c'est quoi la problématique de l'eau, monsieur Rabhi ?» Et alors, il a mis beaucoup de temps à répondre, a vraiment beaucoup réfléchi. Et il a dit « Je suis l'eau ». Et alors, moi, je suis resté un peu là, le bête et Béa, même si j'avais déjà réfléchi à ce sujet, mais je suis l'eau. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi sa réponse à Pierre Rabhi? Là, je suis l'eau. Ouais, mais il y a la pollution, il y a... Enfin, bref, je suis l'eau, c'est ça ta seule réponse. Et donc, je me suis dit que c'est vrai que faire attention à l'eau qu'on boit, faire attention à son impact sur l'eau, c'est vachement important, parce que sinon, ça nous retombe forcément, tôt ou tard, sur nous, en fait. Parce qu'on voit ça maintenant avec l'épiceur volontaire de glyphosate. Et ben ouais, le glyphosate, on l'absorbe, on l'en a dans nos urines, et voilà, on en a en nous. Même ceux qui mangent bio, qui boivent, etc., ils ont du glyphosate. Ça, c'est incroyable quand même. Donc il y en a sûrement aussi à Saint-Apolline. Ouais. Mais... c'est aussi le fait qu'on est fait d'eau. Voilà. 80, je ne sais plus combien %. Ouais. Mais j'avais donc pas... on est l'eau déjà, on est l'eau. On est l'eau, ouais. Ça, on peut reconnaître l'eau à partir du fait qu'on est de l'eau. Je suis l'eau. Alors, il y a un truc aussi pour les enjeux. Je me suis posé cette réflexion sur les coûts, sur tout ça. Et je me suis dit, bon, en fait, pour que chaque être humain sur la planète ait accès aux 4 besoins fondamentaux. Donc là, ça dépassait quand même un petit peu la ressource en eau, mais qui est un besoin fondamental. Le deuxième besoin fondamental, c'était l'alimentation saine, la santé et l'éducation. Hein, sur cette pyramide, les 4 besoins fondamentaux. On peut après en trouver plus, mais c'est les 4 primaires premiers. Je me suis posé la question de ce coût-là. Eh bien, ce serait 10 milliards d'euros par an pour que chaque être sur la planète ait accès à ça. 10 milliards. Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais par exemple, quand on voit les conflits qui sont liés à l'eau, quand on voit par exemple les dépenses militaires françaises, qui cette année sont de 50 milliards, et ben voilà, si la France décidait demain de devenir un pays bienfaiteur, et ben elle pourrait le faire vachement bien, parce qu'elle pourrait accéder aux besoins fondamentaux de 5 fois les 7 milliards qu'on est.
Et pourtant, c'est pas un pays excessivement riche. Donc c'est pas grand-chose, ces couleurs. Dans les orientations d'avenir aussi, un truc, c'est la cristallisation des merveilles. Moi j'appelle ça la cristallisation des merveilles. Pourquoi? Parce que le fait que la vie est close sur la Terre, c'est quelque chose de fantastique, quoi. Voilà, on pourrait se dire pourquoi, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi, et on n'a pas encore résolu vraiment ce problème de l'éclosion de la vie sur Terre. Et donc les merveilles, qu'est-ce que c'est qu'une merveille? Donc un jour je me suis promené dans la forêt, c'était de bonne heure le matin, le jour se levait, et on avait un espèce de brouillard givrant dans la forêt. Là. Vous savez, ces brouillards givrants qui cristallisent un peu les toiles d'araignée, et ça, toutes les fleurs, etc. Et je trouvais ça vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et puis, j'ai poussé cette réflexion sur la cristallisation. Et je me suis aperçu qu'il y avait un japonais qui s'appelle Monsieur Emoto, Masaru Emoto, qui lui aussi avait travaillé sur cette cristallisation de l'eau. Il allait chercher de l'eau dans différents endroits, donc bien sûr il a pris de l'eau du robinet, il a pris de l'eau sacrée qui venait de fontaines protégées au Japon, il a pris de l'eau où, après une prière tibétaine, il a pris de l'eau où les gens parlaient et répétaient le mot amour, ou etc. Et quand on parlait de belles choses, quand l'eau était naturelle, il voyait des cristaux absolument fantastiques, quoi. Très très jolis cristaux, qui avaient bien sûr à chaque fois une forme différente, mais une forme harmonieuse. Tandis que s'ils faisaient écouter à l'eau du hard rock ou du heavy metal, on avait quelque chose de tout à fait déstructuré. Et malheureusement, c'était pareil pour l'eau du robinet. Nous, sans structure, pas belle, un cristaux insipide, bref. Donc cette cristallisation de M. Masamu Emoto, c'est des résultats purement scientifiques. C'est-à-dire qu'il allait chercher de l'eau dans des conditions expérimentales, il les ramenait dans des boîtes de pétri, il les congelait à moins 25 degrés, elles étaient observées à moins 5 degrés. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment raisonné, rationnel. On n'est pas dans ce que certains peuvent appeler l'ésotérisme de machin bidule. Non, les cristaux, on les voit, regardez le travail de M. Masaru Emoto, et c'est ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau. Je voulais aussi parler de Jacques Benveniste. Jacques Benveniste, c'était un grand immunologue français qui est mort un peu avant les années 2000. Jacques Teslar dit de lui qu'il est le Galilée du XXe siècle. Monsieur, dont je tais le nom, mais qui a été nobelisé pour ses travaux sur le sida, Montagnier, dit de lui aussi qu'il aurait dû être prix Nobel. Monsieur Benveniste, lui, travaillait sur les propriétés de l'eau aussi, sur ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau. Et lui, ses expériences, enfin, une de ses expériences, c'était d'introduire une molécule X dans de l'eau et de diluer et de voir quel signal vibratoire l'eau avait gardé après 24 dilutions. Et donc, quand on met cette molécule, et ben, avec la 24e dilution, c'est vraiment infime, c'est-à-dire que vous mettez une molécule, par exemple, dans ce seau-là, et au bout de 24 dilutions, vous n'avez même pas une tête d'épingle d'eau, quoi. Et donc, cette tête d'épingle d'eau avait gardé le signal vibratoire de la molécule introduite. Tout ça, c'est pour les médicaments, en fait, parce qu'on nous fait manger beaucoup de médicaments, alors que l'eau elle-même garde le signal vibratoire du médicament. Donc, voilà, la question c'est, est-ce qu'on peut se passer de ça? Monsieur Benveniste a vu son travail coupé de subventions. Il travaillait, je crois, à Lyon, à l'hôpital. On lui a sucré son étage. Il a été travailler dans 2 Algeco avec une équipe réduite. Et finalement, il n'en a eu plus qu'un. Et tout son travail était discrédité. Des savants, des chercheurs russes ont repris ses travaux et ils ont réussi à démontrer que si on introduit un ADN sain dans une boîte de pétri, voilà, contenant de l'eau, qu'on enlève cet ADN, on garde la vibration émise par l'eau, que ce signal vibratoire
on l'envoie dans un labo à Pétaouchnok, par exemple en Italie, parce qu'il y a des chercheurs italiens qui ont travaillé avec ces Russes, et les Italiens reprennent la musicalité. D'accord, le signal sonore, c'est la musique. Hein, c'est la transmission de l'onde, c'est la vibration de la matière. Et ils ont repris donc, dans de l'eau, hein, ils lui ont fait écouter cette vibration avec l'ADN polymérase, donc celle qui va synthétiser l'ADN, et puis les nucléotides, les petites briques qui vont constituer l'ADN, et bien à plus de 95%, on obtient la resynthèse de cet ADN X qui a été étudié en Russie. Donc, les propriétés de l'eau sont indescriptibles à l'heure actuelle. Mais le potentiel que l'on a grâce à cette substance merveilleuse est immense. Vraiment immense. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces recherches de benvenistes, de M. Emoto, etc., soient vraiment divulguées et sorties de cette espèce d'anonymat machiavélique, entre guillemets, vraiment, parce que c'est comme ça qu'il est considéré. Moi, j'en ai presque fini de mon exposé, sauf si vous avez une ou deux questions, je vais conclure. Si on boit cette eau avec le mémoire dedans, est-ce que nous, ça agit sur nous? J'ai pas d'expérience là-dessus, mais bon, c'était le travail de benveniste qui a été arrêté. Alors, le professeur Montagny a continué les travaux de benvenistes sur la mémoire de l'eau. Il a fait cette fameuse expérience que tu viens d'évoquer. Ouais. Et lui, il prédit qu'effectivement, cette technique-là peut soigner des maladies, notamment certaines formes d'autisme. Il existe aussi des machines basées sur la propriété vibratoire des tissus, où on va enregistrer la vibration d'un tissu sain, et on va réintroduire cette vibration chez un tissu malade, et ça guérit. Ça, c'est des machines qui existent. Après, sur l'eau, je pense que c'est pas encore tout à fait... Enfin, les travaux, il faut qu'ils continuent là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ces choses-là, les mandalas, là, quand les gens disent, ils mettent de l'eau dessus pour le purifier. Oui. Ça marche, ça, je sais pas. C'est là-dessus qu'a bossé Emoto. Ah oui. Et il montre que la cristallisation, par exemple, si vous mettez un mandala ou même le mot amour, et ben vous allez avoir une cristallisation raffinée. Et que si vous mettez le mot haine ou guerre, vous allez avoir un truc... Ah oui, d'accord. Donc ça aussi, c'est pour l'ouverture d'esprit et pour soi-même. Là, c'est bizarre. Il faut avoir l'intention avec. Mettre l'intention. Si tu mets le mot haine avec un sentiment d'amour, oui, ça va être un peu... Non, mais c'est... Oui, pardon. Merci pour ton complément. Il faut qu'il y ait la vibration, parce que sinon, le mot lui-même peut vouloir dire exactement l'inverse dans une autre langue. C'est pas le mot, c'est l'intention. C'est pas une graphique ni le son qui peuvent provoquer en soi voilà, quelque chose de négatif et de positif. C'est le mode d'émission éventuellement. Oui, le mode d'émission. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que... Merci. J'étais dans mon développement durable. Donc avec l'économie, qu'on lance un caillou et que les ondes elles se propagent. Je trouvais qu'il manquait au moins quelque chose, c'est la connaissance, qui pourrait englober ces trois piliers. Pourquoi? Parce que si on faisait une économie basée sur la connaissance, d'abord, la croissance, elle est infinie. D'accord? Si on devait favoriser vraiment la connaissance. Parce que, par exemple, dans ce bas monde, il y a beaucoup de brevets qui sont passés sous silence, parce que, voilà, il ne faut pas les utiliser parce qu'ils nous livrent à ceci, à cela. Il y a des techniques qui sont passées sous silence, etc., etc. Donc si on faisait vraiment une économie de la connaissance, on aurait vraiment une croissance infinie, tant à l'échelle de la société humaine que des développements personnels. Transmettre, favoriser les échanges, etc. Au niveau de la connaissance entre nous aussi, c'est quelque chose de fantastique. Et aussi, parce que ça ralentirait les choses. Parce que transmettre un savoir, c'est pas acheter une bagnole. Acheter une bagnole, tu y vas, tac, tac. Mais transmettre un savoir, ça s'acquiert, ça prend du temps, ça s'intègre, et c'est beau. D'accord? Donc, le fait de centrer son truc sur la connaissance, c'est de centrer, d'avoir un cercle concentrique qui engloberait l'économie
le social et l'environnement autour de la connaissance. Et aussi parce que Rigoberta Menchú-Tum, avec qui j'ai eu la chance de travailler et de traduire certains de ses articles, luttait contre la privatisation de la connaissance et aussi de la vie. Ça, c'est un des trucs qui m'a fait réfléchir aussi, c'est voilà, la connaissance et la vie. Privatiser la connaissance et la vie. Quelle honte. Et le cercle supérieur à tout ça, inévitablement, c'est la spiritualité. La spiritualité. Alors, je ne suis pas un cubéni, mais je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important de retrouver de la spiritualité dans ces échanges avec les gens, dans ces échanges avec la vie qui nous entoure, les arbres, les forêts, l'eau, l'air, parce qu'elle existe. Quoi qu'il arrive, elle existe. C'est propre à nos sociétés humaines. Toutes les sociétés humaines ont spirituelles. Je ne dis pas religieux, mais comprendre que l'homme n'est pas le centre des choses et qu'il y a des choses qui sont supérieures à lui, c'est pour moi une évidence. Et voilà, trouver de la spiritualité, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Et ainsi donc, je pense que si on cherche la spiritualité dans l'eau, on la trouve vraiment chez nous, mais à l'extérieur. Et ce que je peux vous souhaiter, c'est de la rencontrer. Voilà. Merci.